Après la numéro 2 sur la liste, on va accueillir le numéro 3 sur la liste, qui est ancien député français, au Parlement français, ancien maire de Rambouillet et président de VIA, la Voix du Peuple. Donc j'accueille Jean-Frédéric Poisson. Je vais me prendre les pieds, non pas dans le tapis, mais dans le fil, ça c'est sûr. Chers amis, merci de votre présence. Merci à nos délégués sartois d'avoir organisé, Joël, Brigitte, cette réunion. Merci à nos délégués du Maine-et-Loire d'être présents. Puis merci à vous tous de nous avoir rejoints. J'adresse bien sûr un salut amical à Marc et à Myriam, que j'ai, comme d'habitude, écouté avec attention. Et nous allons terminer donc cette soirée. Après, il y aura un coup à boire à la fin. Enfin, on pourra prendre le temps d'échanger autant que vous voulez. Je vais essayer de ne pas vous parler très longtemps. Ça devrait se finir vers 2h30 du matin, tranquillement. Vous aurez tout à fait le temps ensuite de dormir paisiblement. Nous avons une partie difficile à jouer. Parce que nos adversaires ne sont pas d'abord des adversaires politiques. C'est la première chose que je vais essayer de partager avec vous. La deuxième raison pour laquelle notre partie est difficile à jouer, c'est que nous sommes en train de traiter des sujets qui dérangent. C'est la deuxième chose que je vous dirai. Et la troisième chose que je vous dirai, c'est qu'on va quand même aller au carton parce que on est quand même là pour ça et qu'il n'est pas question qu'on se laisse faire. Voilà, grosso modo, les trois sujets que je vais traiter dans mon intervention. J'ai pas fini, hein, je dis que... Merci, voilà. Donc, bonne soirée à tous. Quand on était à l'école, les uns et les autres, on a appris ce que c'était que le libéralisme. Et vous savez, au risque de raviver quelques souvenirs un peu anciens, mais enfin je m'y risque quand même, on a appris que dans l'esprit des libéraux, il y avait une espèce de chose qui s'appelait le marché. Et ce marché fonctionnait de manière équilibrée si on le laissait faire. Vous connaissez la formule, laisser faire, laisser passer. Et il y avait des gens qui ont imaginé que moins il y avait d'État et plus les gens pouvaient régler entre eux les échanges, mieux ça marcherait. Une autre manière de le dire, c'est que si dans ce contexte-là, chaque personne poursuivait son propre intérêt, si chacun poursuivait son propre intérêt, ben, mécaniquement, on réaliserait l'intérêt général, et donc il fallait laisser faire les gens, pour une raison simple, c'est que les hommes sont raisonnables, ils poursuivent nécessairement leur intérêt, et donc si on les empêche de faire ça, ben, on fausse la machine, et alors à ce moment-là, on produit des distorsions dans l'économie, dans la vie sociale, etc. C'est ça qui explique que pendant très longtemps, les libéraux et les socialistes sont affrontés. Les uns disant, bah non, il faut moins d'État pour que les choses suivent leur cours et que le marché fasse son office, puis les autres disant, bah non, vous voyez bien que ça ne marche pas, donc il faut mettre un peu de régulation là-dedans. Et les libéraux ont dominé le monde politique jusqu'à la Première Guerre mondiale incluse. Et puis il s'est passé une double catastrophe. La première, c'est la Première Guerre mondiale. Une boucherie intégrale pour l'époque. Et puis surtout l'échec de ce qu'à l'époque on appelait le big business, qui devait aboutir à la crise de 29 aux États-Unis et des années 30 en Europe. Que disait cette crise? Ben, finalement, il n'est pas si sûr que ça que le marché fonctionne tout seul, et il n'est pas si sûr que ça que l'être humain soit conscient de son propre intérêt au point de le poursuivre de manière spontanée. Mais il reste vrai que c'est par l'échange et le commerce que les hommes assurent le bonheur des sociétés. Alors on a un problème, parce que si on conserve cette logique du marché qui assure la prospérité des sociétés, mais si les hommes ne sont pas raisonnables, comment ça peut marcher? Et on a inventé dans les années 20, d'abord les relations publiques, et ensuite quelque chose qui s'appelle la fabrique du consentement. Il y a des gens qui se sont dit, ben finalement, en fait, puisqu'on ne peut pas faire confiance à l'être humain pour suivre son propre intérêt tout seul et spontanément, on va lui dire ce qu'il faut qu'il fasse sans qu'il s'en rende compte.
Et si vous allez sur le site, vous connaissez l'organisme de sondage qui s'appelle BVA. Ça vous parle, ça, BVA, vous entendez, vous connaissez ce nom. Et si vous allez sur le site de l'organisme de sondage BVA, vous verrez un onglet qui s'appelle BVA Nudge Unit. To nudge, c'est un verbe anglais. To nudge, ça veut dire quand vous êtes à côté de quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte que c'était à lui d'avancer dans la file ou à lui de parler, vous mettez un petit coup de coude comme ça. Ça veut dire, hey, Coco, c'est à toi. Ou fais quelque chose, enfin, fais quelque chose. Donc en fait, vous sollicitez ou vous imprimez dans l'esprit de quelqu'un un comportement donné sans lui parler, sans lui dire quoi que ce soit, vous l'incitez à agir d'une manière qui est, voilà. Il y a un organisme de sondage dont c'est le métier de faire ça pour les grandes entreprises et pour les États. Et donc cette logique dans laquelle nous sommes depuis maintenant 100 ans, cette fabrique du consentement, c'est notre premier ennemi. C'est notre premier adversaire. Par exemple, a été évoquée tout à l'heure à plusieurs reprises la question de l'Ukraine. J'espère que personne ne croit ici sérieusement dans cette salle que le conflit russo-ukrainien a commencé le 22 février 2022. C'est beaucoup plus ancien que ça. Mais vous comprenez bien que quand on dit que ça commence le 22 février 2022, on imprime dans les esprits une histoire qui est différente de celle qu'on voudrait vous raconter si on vous disait la vérité, c'est-à-dire que ça commence bien sûr en 2014 et probablement même bien avant. De la même manière que le conflit israélo-palestinien n'a certainement pas commencé le 7 octobre 2023. C'est un peu plus ancien, si j'ai bien compris, et bien écouter les commentateurs et regarder les cartes de géographie. Autrement dit, le monde moderne dans lequel nous vivons nous impose des récits, des narratifs, madame vient de dire le mot, qui conduisent à ce que notre consentement soit orienté. La mécanique de la fabrique du consentement, c'est une expression que je traduis directement de l'anglais, nous invite à accueillir ces récits comme de la vérité et en fonction de ça, nous conduit à accepter des choses qui, autrement, seraient parfaitement inacceptables et nous révolteraient. Ce qui s'est passé sur la crise sanitaire relève de la même logique. Personne ne peut sérieusement considérer, comme Myriam le disait tout à l'heure, que le virus commence à voler à partir de 19h. Ou alors à partir d'1,50 m. Vous vous souvenez, voilà. Ou alors qu'il ne touche que les gens qui sont debout assis sur la plage et pas ceux qui sont debout, etc. Enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs. Mais ne soyons pas surpris de voir que dans la loi récemment adoptée par le Parlement en France, notre pays, il y a un article qui installe l'idée d'une science officielle. Il y a quelque chose qui nous interdira de contester le fameux article 4, qui nous interdira de contester le récit scientifique officiel si jamais il devait y en avoir un, et rassurez-vous, il y en aura d'autres. Donc vous voyez, notre premier adversaire, c'est cette espèce d'histoire qu'on nous raconte, au pluriel, à longueur de temps, qui touche tous les sujets, qui touche l'Union européenne, ça a été parfaitement dit tout à l'heure par les orateurs précédents, à coup de mensonges répétés, mais comme dit la formule, des mensonges répétés, fussent-ils avec énergie, ne finissent pas par faire une vérité. Et en définitive, cet adversaire-là nous dit quelle doit être notre première attitude de campagne. Nous avons, mes chers amis, la mission dans cette campagne de dire ce qu'est la vérité. Alors on peut se tromper, c'est vrai, mais j'attends encore qu'on m'explique le coût des virus qui volent au-dessus d'1,50 m et en dessous d'1,50 m et qui ne volent pas au-dessus. Ça, je suis à peu près persuadé que là-dessus, nous ne nous sommes pas trompés. J'attends encore la démonstration qui nous expliquera qu'il n'y a pas d'effet secondaire sur les vaccins, mon cher Marc. Des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers, peut-être même des millions sont touchés par ça. Et pour ajouter à la longue litanie des avanies que nous avons subies les uns et les autres à l'occasion de cette crise sanitaire, le jour où je me suis pris de bec avec le journaliste de CNews à l'été 2021 en lui disant que l'Agence nationale de la sûreté du médicament elle-même publiait des données en disant que le vaccin faisait des morts, il y en avait 13 à l'époque, recensées par moi.
l'Agence nationale de sûreté du médicament. Ce jour-là, j'ai été blacklisté news. Je n'ai plus jamais été invité. Et le journaliste sur le plateau m'avait dit, Monsieur Poisson, nous ne pouvons pas vous laisser dire ça parce que notre rédaction n'a pas vérifié la véracité de ce que vous dites. Et je lui ai dit, cher monsieur, je n'ai pas besoin de la vérification de votre rédaction, je viens et je dis ce que je veux. Depuis ce jour-là, on ne m'a plus invité. Donc vous voyez que nous avons pour mission... Ça y est, c'est encore un coup des... Encore un coup des services. Nous avons pour mission de dire ces vérités que nous portons. Je sais que ça se fait dans un contexte qui n'est pas facile, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est notre première mission. Et c'est d'autant plus difficile que, je vous le disais tout à l'heure, nous portons des sujets qui sont source de discorde. Combien de fois, j'ai changé ça avec l'un d'entre vous tout à l'heure, combien de fois dans les dîners amicaux, dans les repas de famille, on s'est tu. Oui, bah les gens sont dans le déni aussi. Pour ne pas être obligé de quitter le repas au milieu du plat de résistance. Ou faire les valises au milieu des vacances, vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, on va quand même pas... On s'est tapé dessus. C'est quand même mon frère et ma belle-sœur, on va quand même pas se fâcher pour des trucs de vaccin. Comme l'affaire Dreyfus. Voilà, exactement comme l'affaire Dreyfus. Eh bien, mes chers amis, pourtant, il va bien falloir. Parce que cette difficulté, nous l'avons tous connue. Tous connue. Et en plus, si vous avez la possibilité de fréquenter des militaires dans votre entourage, et je salue un ancien de mes confrères de l'armée de l'air, j'ai servi comme officier de réserve pendant mon service militaire, si jamais vous évoquez avec quelques officiers supérieurs de l'armée ou quelques officiers généraux la question de la position de la France sur l'Ukraine, vous aurez parfois des surprises. Et l'espèce de... Comment dire ça? Cherche un mot agréable comme toi tout à l'heure. Comment dit-on ça? On va dire la complaisance. La facilité avec laquelle ces officiers supérieurs ou généraux suivent la position de la France, qui est intenable sur l'Ukraine, est extrêmement surprenante. Et quand j'entends des candidats de tête de liste concurrentes, Marion Maréchal, pour ne pas la nommer, qui explique sur les plateaux de télévision qu'elle souhaite la victoire de l'Ukraine contre la Russie, quand on imagine ce que signifie comme engagement, et je mets un S à engagement, tout ce qu'il faudrait mettre sur la table, si j'ose dire, pour aller battre la Russie, ça veut dire qu'en dehors d'une troisième guerre mondiale qui embarque tout l'OTAN contre la Russie et tous ses alliés, je ne vois pas comment on peut battre la Russie aujourd'hui. C'est impossible. Donc, si vous voulez, nous avons des sujets difficiles. Cette question des libertés, de temps en temps, elle frappe les familles parce que il y a des perspectives de discorde à la clé. De temps en temps, ce qu'on révèle à nos interlocuteurs est tellement incroyable qu'ils nous prennent pour des dingues. Et ça, malheureusement, ça existe aussi, mais pourtant, encore une fois, ça ne doit pas nous dispenser de dire ce que nous savons, ce que nous entendons, ce que nous lisons. Enfin, vous savez, de temps en temps, alors, à moi, on m'a pas fait le coup, mais je sais qu'à Florian et sans doute quelques-uns d'entre vous, on vous a fait le coup de vous traiter de complotiste, mais la réponse est simple. Mes chers amis, le propre du complot, c'est qu'il est caché. Sinon, c'est pas un complot. Des complots à ciel ouvert, ça n'existe pas. Tout ce que nous disons là, c'est écrit, c'est publié, c'est sur les sites officiels de tous ceux dont nous venons de parler, enfin tous ceux qui le disent. Ils font ça à l'américaine, c'est-à-dire de manière un peu adolescente et brutale, sur le thème, on va faire ça, vous n'allez pas être d'accord, ça va vous faire mal, mais vous savez quoi, on va le faire quand même. Et ils l'écrivent en plus. Donc il suffit de publier, d'aller évidemment chercher ses écrits ou se référer aux sources, mais même ça, parfois, ça ne suffit pas. Et puis, on se promène dans une espèce d'atonie générale. Et c'était aussi l'objet de notre échange tout à l'heure avec un d'entre vous. Et là, mes chers amis, si vous avez des remèdes, je vais vous dire que moi, je n'en ai pas. Je finis par me demander ce qu'il faudrait pour que les Français se rendent enfin compte de ce qui est en train de nous arriver pour de vrai. Pas comme ça, de manière un peu... non, pour de vrai. Il faut couper les télévisions. Oui, on va fermer les centrales nucléaires, ça ira plus vite. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où on se sent un peu impuissant.
par rapport à cette espèce d'anesthésie un peu généralisée. Bon. Une certaine omertage. Rien, bien sûr, oui, il y a tout ce qu'il faut. Tous les éléments sont réunis pour que les Français ne se réveillent pas. Ben, vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que c'est notre mission de les réveiller. Encore une fois, c'est difficile, je le sais. Je sais parfaitement que c'est difficile. Mais une des raisons pour lesquelles, il y en a plusieurs, nous avons fait cette coalition avec Myriam, Marc et principalement les Patriotes, c'est d'abord que nous travaillons avec les Patriotes depuis maintenant 4 ans de manière régulière. On a fait des manifestations en commun, plein d'ailleurs aussi. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Myriam et Marc, c'était sur ces manifestations à Paris. Nous avons, engagé des procédures judiciaires contre l'État français, donc Conseil d'État, pour récupérer un certain nombre de nos libertés. Alors on a plus souvent perdu que gagné, mais gagné quelques fois quand même, donc bon. Et on se retrouve sur les questions de la crise sanitaire, joints dans les mêmes combats, avec chacun notre culture, nos manières de faire, notre propre façon de voir les choses, mais dans un combat commun. En 2021, nous avons conduit avec les Patriotes une liste commune aux élections régionales dans le Grand Est. Nous avons fait d'ailleurs un score plus qu'honorable. Les équipes étaient là encore ravies de travailler ensemble et ça s'est passé de manière tout à fait fluide, facile, tranquille, transparente, enfin un bonheur, quoi. C'est tellement rare dans la vie politique que on s'est dit, bah tiens, si on devait recommencer l'opération cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment. Donc nous voilà, dans cette coalition, ça a été très justement dit tout à l'heure, d'amoureux de la France, de patriotes et de résistants, et de combattants de la liberté. Et effectivement, c'est de ça qu'il s'agit en réalité, dans la campagne que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que, au fond, on nous dit, mais de temps en temps, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup de différence entre votre liste et les autres. Alors, je dis, écoutez, quand vous recevrez la profession de foi, vous regarderez, puis vous verrez qu'effectivement, les seuls qui disent, il va falloir un jour, au minimum, se poser la question de savoir si on reste dans cette espèce de machin qui est devenu l'Union européenne ou non, qui est devenu un canard sans tête, encore un canard sans tête dont on a pris soin de retirer toutes les pièces précieuses, parce que il y en a qui servent quand même au passage dans cette affaire. Nous n'étions pas, nous, chez VIA, au départ, des défenseurs ardents du Frexit. Ça n'a jamais été notre ligne politique. J'ai longtemps cru, jusqu'à il y a encore quelques mois, je l'ai écrit d'ailleurs dans un des livres qui est là, qu'effectivement, l'architecture des traités permettait, par le jeu d'alliances politiques, d'infléchir de manière extrêmement sensible la politique de la Commission et donc de défendre les intérêts de la France dans un univers d'institutions qui n'aurait pas changé. Et puis les choses se sont accélérées à l'occasion de cette crise sanitaire et de la guerre en Ukraine de manière invraisemblable. Invraisemblable. Et le déclic pour nous, je dis pour nous parce que je ne suis pas le seul chez VIA à avoir fait ce chemin, le déclic, c'était un peu c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais comme je dis souvent, les gouttes d'eau ne font pas déborder les vases vides, donc il y avait déjà de quoi faire. Quand Madame von der Leyen a annoncé il y a quelques mois que, étant reconduite à la tête de la Commission, elle créerait un poste de commissaire européen en charge de la défense, et que personne n'a rien dit. Et là, je me suis dit, mais au nom de quoi? De quel droit? C'est écrit nulle part, mais personne ne dit rien, donc elle le fera. De la même manière que elle a commandé des vaccins pour la terre entière sans qu'elle ait le droit. Elle est allée... D'ailleurs, le président turc Erdogan, lui, il n'a pas laissé de siège. Vous savez, quand il a reçu, avec je ne sais plus qui, c'était Macron d'ailleurs aussi, je crois bien, elle n'a pas eu de siège pour ça, je crois, contrairement à aujourd'hui, à l'Élysée. Mais donc, au fond, notre conviction s'est faite de manière progressive, c'est vrai, tout à fait ferme, parce que maintenant on voit très bien qu'en réalité il n'y a pas d'autre solution que de sortir de cet environnement institutionnel. Encore une fois, je n'ai pas de timidité particulière, j'ai été le premier, je reste à ce jour le seul parlementaire à avoir jamais déposé une motion de révision constitutionnelle pour quitter la Commission européenne des droits de l'homme. J'ai fait ça en 2016 déjà, vous voyez, donc c'est pas des choses anciennes. On se retrouve assez facilement sur ces questions européennes. Nous avons combattu tous les traités européens depuis Maastricht, depuis 32 ans maintenant, donc on n'est pas dans un univers qui nous était complètement étranger. Mais disons que le Frexit n'était pas, jusqu'ici, notre principal objectif, ni notre première manière de voir les choses. Nous nous sommes retrouvés néanmoins, pour les raisons que je vous ai dites,
facilement avec les patriotes sur cette ligne politique et je suis instruit par les circonstances d'histoire récente, parfaitement persuadé qu'il n'y a pas maintenant d'autre solution que celle-là. Et donc notre mission consiste aussi, en plus de dire la vérité à nos compatriotes, de désigner l'adversaire. L'adversaire, c'est bien ce narratif complet, cette espèce de récit global qu'on nous sert tous les jours pour nous faire avaler des choses inavalables, mais qu'on avale avec une espèce de passivité incroyable. Mais c'est peut-être à nous de sortir les Français de leur torpeur actuelle. C'est de dire aussi que si effectivement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, plus d'un tiers en réalité des Français souhaitent le Frexit, la moitié des électorats qui sont proches de nous le souhaitent également, ça veut dire que dans les gens à qui vous présenterez ce projet, il y en a certainement qui sont d'accord avec vous sans le savoir, et sans savoir qu'une des listes qui se présente, c'est-à-dire la nôtre, propose ça comme un objectif politique et une volonté politique à faire partager à nos concitoyens. Et le dernier élément qui a achevé de convaincre, pas moi, parce que moi c'était déjà le cas, mais un certain nombre de nos responsables politiques du bureau de VIA, a été l'attitude des amis de Mme Meloni en Italie. Et de manière conséquente, ce que doit devenir le groupe ECR, le futur groupe des conservateurs au Parlement européen, et toujours par conséquent la stratégie politique de Reconquête et ce qui nous est présenté par Reconquête à l'occasion de cette élection européenne. Vous vous souvenez que dans le message de Reconquête, il est écrit que le fait d'entrer massivement dans un groupe conservateur permettra de constituer une majorité ancrée à droite dans le Parlement européen. Cette majorité ancrée à droite dans le Parlement européen, enfin, pourra faire conduire à la Commission une politique conforme à nos vœux. Je vous la fais rapide. Évidemment, ça n'arrivera pas parce que, à la différence du Parlement français, le Parlement européen n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que le Parlement national, notre Parlement national. Le Parlement national a une initiative en matière de législation, ce qui n'est pas le cas du Parlement européen. Le Parlement français a le pouvoir de contrôle de l'exécutif français, ce qui n'est pas le cas du Parlement européen sur la Commission, etc., etc. Il n'a pas les moyens, en fait, d'infléchir tant que ça la politique de la Commission. Et de toute façon, quand vous voyez la manière dont la Commission traite elle-même les traités qu'elle devrait défendre, et qu'elle ne respecte pas, comment voulez-vous passer de quelque accord que ce soit et provoquer quelque inflexion que ce soit dans cette politique-là? Et surtout, ce fameux groupe conservateur, dans lequel les éventuels élus de Reconquête s'apprêteraient à siéger, va être composé de 4 tiers. 4 tiers, vous savez, c'est comme le cocktail de Pagnol. Vous vous rappelez, il y a un tiers de Polonais, des conservateurs polonais, alors qu'ils vont tirer à boulet rouge sur la Commission, parce que ça fait des années que la Commission les ennuie à cause de la réforme judiciaire en Pologne. Vous avez entendu parler de ça. Il y aura un tiers d'Italiens de Mme Meloni, qui a déjà confirmé qu'elle avait, elle, passé un accord de gouvernement avec Mme von der Leyen. Ça a été annoncé la semaine dernière. Il y a un 3e tiers de gens qui sont déjà, qui vont être élus. Et puis il y a un 4e tiers de gens qui ne sont pas encore élus, qui vont être élus la prochaine fois, puis qui viendront là parce que... bon. Le total fera environ 80 députés, 75 projections basses, 85 projections hautes. Ça veut dire un peu plus de 10% de l'effectif du Parlement. Vous ne constituez pas une majorité avec 10% des effectifs de quoi que ce soit. Première remarque. Deuxième remarque, quand il va falloir regarder comment fonctionne ce futur groupe des conservateurs avec ses 4 tiers, alors admettons que les 2 derniers tiers n'en fassent qu'un, il se passera ce qui s'est passé, à quoi j'ai assisté directement pendant le quinquennat de M. Hollande, avec les frondeurs dans la majorité socialiste. Vous vous souvenez des frondeurs? Ils n'étaient que 60 sur 260, c'était un quart. Ils ont mis un bazar du diable. Et il va se passer ça pour ce groupe ECR, et ça n'est pas avec un groupe divisé à ce point que vous pouvez infléchir quoi que ce soit. L'argument qui dit, c'est avec ce groupe de conservateurs qui va être élu de manière conséquente, 10% de l'effectif, nous allons nous servir de ce groupe comme d'une espèce de point d'appui pour tordre le bras de la Commission. Il n'y a pas de point d'appui quand vous êtes divisé au point que vous n'avez pas un bras, mais 3 tiers de bras. Ça ne marche pas pareil. Donc ça n'existe pas, cette stratégie. Donc quand vous prenez les autres listes, elles n'ont pas, évidemment, la volonté de changer en profondeur les choses parce que, 1, ça n'est pas possible. Et 2,
personne n'aura les moyens politiques de produire ce changement. Donc les autres listes baratinent les Français, purement et simplement. Ce qu'elles disent n'est pas vrai. Alors ça occupe le terrain. Tout le monde, évidemment, a en tête les élections présidentielles législatives de 2027. Je peux vous dire que ça n'est pas du tout notre problème. À supposer d'ailleurs qu'il y ait des élections présidentielles législatives en 2027, parce que dans un pays en guerre, il n'y a pas d'élection. Enfin, je peux vous faire peur, mais malheureusement, on ne peut pas complètement évacuer l'hypothèse. Malheureusement, ça n'est pas notre souhait, comme vous savez. Nous sommes là encore les seuls à dire de manière très claire, arrêtons immédiatement les aides à l'Ukraine, que tout le monde se remette à la table des négociations, et puis on verra bien ce qui se passe. Et cessons d'envoyer à fond perdu des aides financières massives, 50 milliards l'Union européenne, 100 milliards l'OTAN, 150 milliards, c'est la moitié du budget annuel de la France. On fait 3 trucs avec ça quand même. Hein. Enfin, évidemment, pour que les oligarques ukrainiens continuent à se payer des yachts, des manteaux de fourrure et des bijoux, ça coûte des sous, tout ça. Faut quand même... Puis ils achètent des armes qu'ils nous revendent. Enfin, bon, tout ça est très compliqué. Bon. Mais nous avons signé un accord de coopération et de défense mutuelle avec l'Ukraine. Ça veut dire que si le Luxembourg nous envahit demain, les Ukrainiens viendront nous défendre avec les armes qu'on leur aura données, moins celles qu'ils ont déjà revendues ailleurs ou qu'ils ont déjà perdues. Voilà ce que veut dire traiter avec l'Ukraine. Donc tout ça n'a aucun sens. Seule notre liste a la volonté de changer profondément cet état de fait. Et alors, c'est assez trivial, je sais que je suis filmé, merci à notre cinéaste de nous accompagner ce soir, tant pis, je vais aussi quand même. L'enjeu de cette élection, c'est très simple, mes chers amis, c'est de sortir la France du merdier dans lequel nous sommes. C'est ça, l'enjeu. Alors, prenez cette expression à votre compte. Alors, si vous n'aimez pas dire des gros mots, mesdames, les messieurs sont moins gênés que ça d'habitude, par cette perspective. C'est pas exactement un gros mot, merdier, c'est dans le langage courant, vous m'accorderez que c'est pas très académique, mais enfin, tant pis, on comprend bien ce que ça veut dire. C'est ça que vous devez dire à vos voisins, à vos familles, à vos amis pendant la période de la campagne. La France est quand même dans un sale état. Une partie de ce sale état est due à la couardise, à la lâcheté de nos gouvernants. C'est évident. C'est évident. En plus du fait que nous sommes, pour l'instant, gouvernés par une classe politique d'une qualité moyenne que je ne qualifierai pas ce soir devant vous parce que ça pourrait m'envoyer devant les tribunaux. Mais quand même, on a rarement vu une telle pauvreté, une telle, comment dit-on ça, absence de culture politique, de culture tout court, d'expérience. Enfin, c'est un cocktail quand même mortel pour nous tous, mais c'est la vérité. Mais une partie de notre trouble vient aussi de notre inclusion dans cette communauté européenne qui nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas faire et qui ne sont pas la France. Le modèle social français a été évoqué tout à l'heure. Clairement, la Commission européenne, les traités que la France a signés, comment reprocher à un pays de respecter sa signature? Évidemment. Mais la Commission européenne nous empêche de constituer des géants industriels et des géants de services dont on aurait besoin pour gagner la compétition mondiale. Souvenez-vous, alors je peux parler de la vente d'Alstom, qui pourrait, pour le coup, provoquer des gardes à vue méritées, elle, celle-ci. Ou alors de la vente de Péchinet à Alcan. Enfin, c'est cette tragédie. Péchinet était le 2e ou 3e entreprise mondiale dans son secteur. L'Europe a interdit qu'une OPA amicale soit réalisée entre Péchinet et un énorme opérateur européen pour constituer un géant européen. Puis, un an après, cette entreprise Péchinet était vendue par appartement à un groupe canadien. Il n'existe plus aujourd'hui. Vous comprenez, c'est ça la politique de l'Union européenne. Si on empêche les réunions de Schneider avec Alstom parce que ça ne plaît pas aux gens de Bruxelles, et ainsi de suite. Donc ça, pour le coup, notre soumission à l'Union européenne nous empêche de bien figurer. Et si nous n'avons pas ces géants de l'industrie des services, si nous n'avons pas toutes les filières de sous-traitance que ça implique, évidemment que tout notre modèle social, notre assurance maladie, nos allocations familiales, les retraites, l'assurance chômage, c'est les 4 pieds de notre tabouret social auquel nous sommes attachés. S'il n'y a pas d'emploi, pas de prospérité économique, comment voulez-vous financer cette affaire? Bien sûr qu'il est cher notre modèle social, il est fait pour un pays qui est en forme, qui est en prospère sur le plan économique. Et plutôt que de nous dire
On va vous dire comment on va retrouver la prospérité. On nous dit, on va vous dire comment vous serrez la ceinture pour continuer la politique du gouvernement. On dit il faut recourir à l'immigration de manière massive parce qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Mais si vous imaginiez le moyen de payer mieux les gens, il y aurait peut-être un peu plus de gens qui iraient travailler volontiers. Hein. Demandez-vous pourquoi les gens restent pas chez eux parce qu'ils ne veulent pas bosser ou parce qu'ils sont feignants. Et puis ils restent chez eux parce que le travail, les salaires qu'on leur propose ne sont pas intéressants. Et pour moi qui ai regardé ça de près, alors on sort un peu du contexte européen, mais pas tout à fait, mais quand vous travaillez dans la restauration et que vous faites 1h15 de transport, là je parle pour les franciliens ici, dans nos campagnes ça se passe de manière sans doute un peu différente, mais en Ile-de-France, faites 1h15 de transport pour prendre votre service à 11h, le service se termine à 14h30 après le déjeuner, il ne se passe rien entre 14h30 et 18h, vous recommencez à 18h, finissez à 22h. Vous allez faire 1h30, 1h15 aller de transport, 1h15 retour entre 14h et 18h pour rentrer chez vous, bien sûr que non. Donc les gens, il y a des tas de gens qui aiment ce métier, qui sont prêts à le faire. Mais si vous continuez à les payer avec des lance-pierres, ils n'y ont pas. Des filières en France ont fait beaucoup d'efforts d'amélioration des conditions de travail, des salaires, de la formation, des carrières, etc. Je pense aux bâtiments et aux travaux publics en particulier, qui ont connu une crise de recrutement sans précédent dans les années 2000. Ils ont fait de gros efforts en termes de conventions collectives pour améliorer les conditions salariales de leurs travailleurs. Et puis, ils ont surpassé leurs questions et leurs problèmes de recrutement maintenant. C'est une filière qui n'est plus en danger. Même si les conditions sont tout aussi dures. Que vous ayez un plan de formation ou pas, quand il fait moins 4 dehors, il fait moins 4. Le plan de formation ou pas, ça ne change rien. C'est pas ça le... Mais vous avez d'autres conditions, vous avez d'autres possibilités, etc. Donc vous voyez, on prend toujours la même option, la même opération. Pourquoi ? Parce que il y a une volonté, je vais terminer par là, une volonté politique de nos adversaires, ceux qui nous racontent l'histoire avec un grand H, qu'il faut nous faire avaler à tout prix. Ceux qui veulent que le marché continue de dominer, mais que nous soyons invités, le petit coup de coude, vous vous souvenez, à faire ce qu'on nous invite à faire, sans nous en rendre compte. En fait, ces gens-là veulent nous isoler. Leur intérêt, c'est que la société soit atomisée. Et que nous soyons dans des cheminées sans pouvoir communiquer avec les autres. Ça y est, ça. Non, oui. C'est news ou je sais pas qui, voilà, ça va mieux. Et le confinement, c'était ça. Qui aurait pu prendre notre défense pendant le confinement ? À qui fallait-il s'adresser ? Où étaient les organisations syndicales ? Où étaient les associations d'élus pour protester contre le report de l'élection municipale ? C'est rare ce qui s'est passé quand même. 6 semaines entre les 2 tours d'élection. Ça change l'élection. Hein. Enfin, moi qui ai fait un certain nombre de campagnes électorales dans ma vie, je peux vous dire que une semaine entre 2 tours, ou je sais même plus que ça, 8 semaines ou 10 semaines entre 2 tours, c'est plus la même élection. Vous parlez d'autre chose pour le coup. Comprenez bien qu'en 10 semaines, les circonstances changent quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Comme ça a été dit tout à l'heure, on nous a contraints de signer des attestations pour avoir le droit de sortir et de rentrer chez soi. C'est quand même magique ce truc. C'est quand vous prenez 2 secondes de recul. Et comme je dis souvent, la dernière fois que j'avais signé un papier de cette nature, c'était en imitant la signature de mon père pour donner au conseiller principal d'éducation, au surgé, pour avoir séché les cours la veille. La dernière fois que j'avais fait ça, une attestation. Enfin, franchement, on nous a pris pour des gamins. Mais on a atomisé la société. Il ne faut pas s'étonner de voir qu'elle se communautarise, que les gens se replient par affinité, par groupe, on va dire identitaire, même si c'est un mot qu'il faut manier avec précaution. Mais c'est normal que ces mécanismes de défense se produisent. Et puis après, les groupes s'affrontent. Enfin, la violence s'installe. Ils ont une arme quand même. Hein, oui. Qui est ça. Bien sûr. L'amende. Bien sûr. Mais vous savez, l'intérêt de nos adversaires, c'est ça, c'est de nous isoler, c'est de fracturer la société, c'est de faire en sorte que ceux qui peuvent prendre notre défense disparaissent, purement et simplement. Les communautés naturelles dans lesquelles nous vivons soient fragilisées. Ça a été très bien dit par Jean-Yves Rideau tout à l'heure. C'est ça leur intérêt, c'est ça nos adversaires veulent tout ça. Donc c'est à nous de faire en sorte que, d'abord, nos contemporains soient alertés sur ces intentions, qu'on dise dans notre entourage la vérité de ce qui est en train de se passer, et d'une certaine manière, mes amis, peu importe que ça soit difficile désormais, il faut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets, comme on dit souvent. Mais en tout cas,
Le grand Solzhenitsyn disait, sous la période de dictature, le mensonge ne passera pas par moi, donc le mensonge ne passera pas par nous, mais le silence non plus. Donc nous n'avons qu'une mission pendant toute cette campagne électorale, et je sais que vous y êtes attachés. Chacun, chacune à votre mesure, selon vos moyens, avec le temps dont vous disposez, parlez, 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 parlez. De temps en temps, coller une affiche ou deux, ça rendra service à nos délégués départementaux. Merci de votre présence, merci de votre engagement, et bonne campagne à tous. Je vais appeler au moins les orateurs pour venir chanter, entonner le chant de la Marseillaise. Donc si on peut se lever pour l'hymne national.